Sur la question de la police municipale, c'est un sujet qui est devenu majeur à Paris, des sujets de sécurité, de lutte contre les incivilités. Et avec Cédric Villani, donc, vous le savez, on propose 4500 agents de police municipale à Paris. Aujourd'hui, des effectifs qui sont pas des policiers, c'est la seule ville de France, justement, où on n'a pas d'effectifs de police municipale. Aujourd'hui, les effectifs sont de fonctionnaires de la ville de Paris autour de 3500. Donc nous proposons 1000 agents de plus, que nous ayons donc 4500 policiers municipaux à Paris, qui soient formés. C'est, je pense, la chose peut-être la majeure, parce qu'aujourd'hui, on est quand même avec des fonctionnaires de la ville de Paris qui ne sont pas forcément tous au fait du maniement des armes de défense ou de l'interpellation. Donc nous, on propose une police municipale qui soit formée, qui soit armée, et qui puisse aussi se déployer donc, dans les premiers mois du mandat. Cette police municipale, on la veut pour dissuader, pour verbaliser et pour interpeller. Donc pour ça, on changera aussi le statut juridique de ces policiers et on leur donnera le statut d'agent de police judiciaire adjoint qui leur permettra juridiquement de pouvoir interpeller et de remettre à la police nationale lorsque il le faudra, lorsque des personnes sont dans l'illégalité. Maintenant, sur la police municipale, je pense que c'est un sujet dont la plupart des candidats se sont exprimés. D'autres l'ont été contre de manière dogmatique pendant des années et se sont rappelés aujourd'hui que les enjeux de sécurité à Paris étaient importants. Sur la manière dont on veut déployer ces policiers municipaux, on propose, nous, dans nos quartiers spécifiques aussi, du 10e, du 18e, qui sont des quartiers qui sont assez parfois troublés par l'insécurité, par les incivilités, par des choses qui polluent aussi la vie quotidienne des habitants. On propose une brigade d'intervention de 500 policiers qui puissent travailler aussi avec les agents médicaux, les agents sociaux dans certains quartiers, je pense notamment à la porte de la Chapelle ou à la porte d'Aubervilliers, pour justement changer ce phénomène où on voit notamment sur les portes des gendarmes, des CRS qui ne sont pas formés à traiter des personnes qui sont quand même dans des cas de figure malades et qui ne s'appartiennent plus. Donc on propose des policiers municipaux qui puissent avoir un vrai statut de policier, qui puissent interpeller et qui puissent aussi être formés, je vous le dis, à travailler avec des agents du médico-social pour prendre en charge certaines populations qui troublent l'ordre public dans certains quartiers du 18e. Voilà, il faut que je m'arrête là. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, extrêmement douloureux. La salle de consommation de moindre risque qui est installée dans le 10e à la gare du Nord pose un certain nombre de problèmes, évidemment, aux riverains. Vous avez en ce moment 400 utilisateurs jour différents qui qui viennent impacter évidemment l'ensemble du quartier. Mais moi, je ne veux pas faire de démagogie sur ce sujet. Je rappelle qu'il y a une salle de consommation à moindre risque pour une aire urbaine de 12 millions d'habitants. À Montréal, vous avez une aire urbaine, si je prends des comparaisons internationales, de 4 millions d'habitants et vous avez 4 salles de shoot. En Suisse, vous avez une répartition des salles de shoot par grande ville. Il y a d'autres expériences internationales qui montrent que, du coup, le problème n'est pas tant de fermer ou d'arrêter cette expérimentation, mais plutôt d'avoir une répartition de salles de consommation à moindre risque sur l'ensemble du territoire de la grande métropole. C'est de cela dont il s'agit. Si évidemment demain à Paris, dans le 10e, vous aviez moins d'usagers, l'espace serait apaisé. Et donc, la question, c'est bien celle de la répartition. Et c'est pas de dire non, pas dans mon jardin. La question, c'est que chacun prenne sa part
à cette question douloureuse que ça ne soit pas simplement concentré dans les arrondissements populaires, là où passe un certain nombre de gens, de flux. Je pense notamment, évidemment, à ce qui se passe autour des deux gares, avec 700 000 personnes, et un certain nombre de précarités qui s'y concentrent. Bon, déjà, il y a une mesure qu'on propose, nous, qui est assez importante sur la question du logement social, c'est la rénovation énergétique des logements, notamment pour lutter contre l'habitat indigne et pour lutter contre les habitations aujourd'hui qui sont dans certains quartiers, je pense notamment au boulevard Ney ou à d'autres quartiers dans le 18e, qui sont tout simplement insalubres. Donc on va financer une rénovation énergétique sur les logements sociaux. Sur ensuite la question de la marge de manœuvre qu'aujourd'hui on peut avoir politique sur les bailleurs sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même un certain désengagement du politique sur Paris Habitat ou sur d'autres bailleurs sociaux. Et là où les habitants nous demandent justement de pouvoir agir, c'est de pouvoir aussi coordonner les bailleurs sociaux avec l'action de la ville de Paris. Sur Pierre, On veut, oui, juste, on veut investir 1 milliard oui, d'euros pour la la construction de 25 000 nouveaux logements sociaux. Alors je rappelle que Paris Habitat n'est pas très endetté, la situation est plutôt très bonne, le taux de l'emprunt est très bas, et donc c'est une possibilité. En plus, pour le financement, il y a évidemment la possibilité d'un certain nombre de cessions d'actifs. Mais la vraie question, c'est où est-ce qu'on implante, une fois de plus, les logements sociaux. Parce que quand on regarde, évidemment, la carte des implantations, on s'aperçoit que dans la dernière mandature, ça a été fait, une fois de plus, dans les arrondissements du nord-est parisien. Et donc, il faut que chacun prenne sa part la part légitime. Quand je regarde ce qui se passe dans le 7e arrondissement, évidemment, j'ai un vrai sujet. Alors c'est facile de venir ensuite faire des grands discours sur la sécurité, sur la propreté, etc. Et puis, par ailleurs, de ne pas prendre ses responsabilités en matière de logement social dans les arrondissements de l'Ouest parisien. Juste un point très rapide aussi sur où on construit. On est quand même dans une ville intramuros à Paris qui est assez bâtie et qui est même finie. Une des mesures phares, vous le savez, de Cédric Villani, c'est de pouvoir aller dans ce sens de l'histoire, de pouvoir agrandir Paris, pour pouvoir aussi investir sur la construction de logements sociaux dans la petite couronne, pour pouvoir dédensifier certains quartiers. Et là où on se distingue justement aussi d'autres candidats qui veulent continuer à bâtir, à construire dans des quartiers qui sont déjà très denses, c'est de pouvoir aller justement dans cet agrandissement de Paris pour construire, pour financer des logements en petite couronne et encore une fois pouvoir respirer mieux, pouvoir avoir des quartiers qui soient moins denses. Et je crois que ça c'est peut-être une des lignes propres qu'on a dans la candidature de Cédric Villani, mais qui va tout simplement dans le bon sens, dans l'histoire. L'urbanisme, voilà, on parlait de l'agrandissement de Paris. Quand on regarde ce que représente Paris, aujourd'hui, c'est un quartier de Berlin ou un quartier de Londres. Donc, il est urgent, je crois aussi, qu'on puisse se demander comment on va vivre dans 5-10 ans. Moi, je vois des choix politiques qui ont été faits de bétonisation. Je passais devant la place Jules Geoffrin, là, tout à l'heure, qui est quand même assez dingue. C'est-à-dire que c'est une place totalement minérale. Et alors qu'on nous parle toute la journée de végétalisation de grandes forêts urbaines et d'autres points marketing comme ça. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, la végétalisation dans certains quartiers du 18e, c'est plus des bacs à fleurs qui coûtent 10 000 euros l'unité qu'autre chose. Donc, nous, ce qu'on propose, voilà, c'est vraiment de pouvoir avoir des espaces vraiment verts, continus, de pouvoir dédensifier la ville, notamment en agrandissant Paris,
Sur les... ouais. Sur la promenade, Oui. sur deux questions. Sur les projets d'aménagement urbain qui impactent non seulement le 10e, mais le 18e et l'ensemble de Paris. Il y a évidemment le projet de transformation de la gare du Nord. On passe de 700 000 voyageurs à plus de 900 000, un projet qui a été travaillé pendant 4 ans avec différents interlocuteurs. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause, pour nous, le projet. Par contre, il s'agit d'en aménager les usages, parce que il y a une responsabilité environnementale en matière de desserte logistique, de mobilité douce, une responsabilité en matière sociale qui n'est pas aujourd'hui prise en compte. Quand je vois le document qui a été signé le 17 juillet 2019 par la municipalité sortante avec SNCF Mobilité, il est prévu par exemple dans un ensemble à la fois commercial et de bureaux de 30 000 mètres carrés, d'allouer 200 mètres carrés à la précarité. Ce n'est pas sérieux. Et donc, quand je dis on en aménagera les usages, on retravaillera sur cette question. Et puis ensuite, évidemment, en matière logistique sur cet aspect, il faut retravailler notamment l'ensemble du projet avec les riverains, dans notamment la partie nord. Il faut travailler sur la partie logistique, évidemment, du dernier kilomètre qui n'a pas été pensé. 180 camions par jour qui continuent à alimenter la gare du Nord, ça pose un véritable problème. Et ensuite, deuxième élément, vous parlez de promenade urbaine, il y en a évidemment dans le 10e et dans le 18e. Simplement, ce que nous avons comme ambition, c'est de redonner un poumon à Paris avec 3 grandes promenades urbaines. Je n'en cite qu'une ici, celle qui va de la Seine, en passant par le canal Saint-Martin, en allant jusqu'au Stade de France, avec la piétonnisation et la végétalisation d'une des rives du canal Saint-Martin, et évidemment en concertation avec les habitants, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver en disant voilà, c'est à prendre ou à laisser. C'est évidemment aussi une question de démocratie active, de démocratie citoyenne, où on élabore les projets avec les citoyens qui sont dépositaires d'une véritable expertise. Toutes les rencontres que je fais et que nous faisons nous le montrent de manière quotidienne. Sur un tout petit point, 10 secondes, parce qu'on parlait du 18e, mais c'est vrai qu'on a moins de temps forcément. Oui. On est dans un arrondissement 18e qui est peut-être le plus dense de Paris, elle-même ville la plus dense d'Europe. Ce qu'on propose, nous, c'est aussi une mesure qui est simple, qui est tangible, c'est sur la friche SNCF du quartier Poissonnier-Ordonnaire, où il y a eu un choix politique de construire à nouveau des logements, pour le coup, qui ne sont pas sociaux. C'est de pouvoir créer un espace vert qui soit assimilable à un parc dans le 18e arrondissement. On a rencontré beaucoup de collectifs et on s'engage justement à avoir un espace de respiration dans ce 18e arrondissement qui est hyper densifié, où on respire mal, où on n'a pas d'espace vert qui soit autre que des squares et qui sont aujourd'hui, on pourrait reparler aussi de l'état des squares et on en parlera peut-être un peu après. Donc on propose cette grande mesure, un parc dans le 18e avec une scène ouverte, avec un lieu de culture vivante à l'angle donc du quartier Poissonnier-Ordonnaire et ne pas construire pour encore densifier. Sur la question de la dette, manifestement, il y a besoin d'un audit général, parce que c'est un énorme sujet extraordinairement polémique, et seul un audit nous révélera la réalité de cette dette. Nous, ce que nous disons, c'est que nous envisageons de réduire, puisque vous abordez cette question des effectifs à la mairie, des agents, nous réduirons d'environ 2000 le nombre d'agents, mais par départ à la retraite et après négociation, évidemment, avec l'ensemble des personnes concernées et avec réaffectation. Et puis, deuxième sujet que nous abordons,
c'est le fait de dire que les agents municipaux doivent être aux 35 heures, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui par toute une série de dérogations. Donc, pas de mesures brutales, mais une négociation pour évidemment réaffecter les effectifs là où ils doivent être. Et sur la question de la dette, audit, et nous n'envisageons pas ensuite d'augmenter les impôts locaux sur la mandature. Bon, il y a quand même une anomalie assez folle finalement, c'est qu'on décide des fréquences, des passages et des zones des agents de propreté dans les arrondissements à la ville de Paris. Donc dans le 4e arrondissement, on sait mieux que dans le 18e par où il faut passer et par lesquelles fréquences il faut adapter aux agents de propreté. Donc nous, vous l'aurez compris, on propose justement de réapproprier cette compétence pleine à la mairie d'arrondissement pour être au plus près aussi des réalités de propreté ou de saleté plutôt dont vous parliez. On propose une modernisation aussi des équipements des agents de la ville, c'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui avec des personnels qui sont avec des matériels qui datent de plusieurs années, et pour certains, moi je rencontrais des agents de la propreté là à Marcadet qui me parlent des matériels des années 90, fin 90. Donc aujourd'hui, voilà, on se demande après pourquoi le droit de retrait est si souvent exercé. C'est parce qu'on a aussi des agents qui travaillent avec du matériel qui n'est plus adapté. On propose de créer dans le 18e des zones de propreté prioritaires. C'est-à-dire qu'on est dans un arrondissement dans le 18e qui est très fracturé, qui est une ville à lui seul, et on a, il faut le dire aussi, dans certains quartiers, besoin de plus de passages que dans d'autres. Il ne s'agit pas de délaisser d'autres quartiers, mais il s'agit, tout le monde le comprendra aussi, de pouvoir mettre le paquet sur des quartiers qui sont devenus insalubres. Et donc on propose justement de créer des zones de propreté prioritaires qui seront coordonnées avec le maire d'arrondissement et les services de propreté tous les mois pour savoir l'état des lieux de manière mensuelle, où il faut voilà, mettre une fréquence plus élevée qu'ailleurs. On propose aussi, et là on y voit la touche aussi de Cédric Villani, de pouvoir se servir des nouvelles technologies, notamment des algorithmes, comme il se passe aussi dans certains pays, où on puisse, avec un matériel, traiter voilà, les déchets en sachant, avec des équipements, avec des caméras, savoir où en sont dans les rues l'état des déchets, quel type de déchets. Je vais te laisser la parole parce que je vais être trop long. Oui, non, ouais. Juste un tout petit mot que je rajoute pour compléter. Le budget hors investissement de la mairie de Paris et du département, c'est 8 milliards. Si je prends la mairie du 10e, où je suis candidat, le budget alloué à la mairie du 10e, c'est 8 millions, moins de 8 millions. Et ça vous dit en réalité l'organisation de la gouvernance aujourd'hui à Paris. Et le rôle d'une mairie d'arrondissement, c'est évidemment d'être en proximité sur la question de la propreté, de la sécurité, donc qui est très débattue. Mais comme le dit aussi Cédric Villani, fort justement, on répond à ces questions. Mais quand même, une ville qui ne débat que de la question, qui se préoccupe plus de la propreté que de la question de l'éducation, il y a quelque chose qui ne tourne quand même pas très rond. Donc, il s'agit de revoir le modèle de gouvernance et pour ça de modifier la loi PLM. Je rappelle que les mobilités, Paris, déplacements en vélo, 5%, un peu moins de 5%. Les déplacements en voiture, un peu plus de 14%. Et les déplacements en transport en commun, c'est 80%. Et donc, quand nous disons que nous allons investir sur la mandature 5 milliards d'euros sur la transition écologique, évidemment, nous pensons très fort à la question des transports. Et la question des transports en commun, notamment, c'est l'automatisation pour nous des lignes de métro 7, 8 et 13. Et c'est très important parce que, bien évidemment, si vous améliorez le déplacement en transport en commun,
eh bien, vous faites automatiquement baisser la question de l'utilisation du véhicule automobile. Et parallèlement, nous travaillons évidemment sur la question des mobilités, j'allais dire, douces, alternatives. Le vélo, avec un plan de développement de 400 millions sur l'ensemble de la mandature, avec réaménagement d'un certain nombre de rives. Et en pensant vélopolitain, c'est-à-dire pas simplement à l'intérieur de Paris, pour travailler dans la continuité de ce que nous appelons le Grand Paris, avec passerelle pour enjamber, si j'ose dire, le périphérique. Voilà évidemment une question essentielle pour nous. Sur la mobilité douce, nous, ça nous concerne dans le 18e un peu plus que dans le 10e, c'est la question de la petite ceinture. On propose d'aménager la petite ceinture en voie, on peut appeler ça une autoroute cyclable, mais en tout cas en voie continue pour les vélos, les mobilités douces, et qu'on puisse avoir une sorte de, de périphérique, mais en vélo, donc dans un cercle plus restreint, mais avoir des voies continues de mobilité douce. C'est aujourd'hui aussi le problème de manière plus large, indépendamment de la question de la petite couronne, c'est qu'on se rend compte que sur le vélo, on a quand même des axes qui sont discontinus. Et c'est-à-dire que on n'a pas de grands, dans le 18e en tout cas, de grands axes continus. Sur le plan vélo, 14 km de voies dans le 18e, alors qu'on a pour 1000 km à Paris. On peut se poser des questions sur est-ce qu'on a envie d'un arrondissement cyclable ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Ça y répond, l'axe de la petite couronne peut y répondre. Je pense que ça va aussi dans le sens de l'histoire de pouvoir avoir faire du vélo et desservir plusieurs portes de Paris me paraît très positif. Et sur les autres transports, tu en as parlé. Oui, le sujet de la mixité sociale est évidemment un sujet qui se pose à nos quartiers. Nous vivons côte à côte, le plus souvent. Nous ne vivons pas ensemble. Et la question, évidemment, de la carte scolaire ou de l'évitement de la carte scolaire en est une illustration. Je crois que l'humain a besoin de l'humain et que la question de la mixité sociale se travaille dans l'accompagnement. Nous avons besoin de réarmer un certain nombre d'associations, de proximité pour travailler sur ces questions. Mais ça renvoie plus largement aussi à une répartition sur l'ensemble du territoire parisien et au-delà de l'ensemble des populations, quel que soit leur statut. Et la grande difficulté, c'est évidemment la concentration de difficultés de précarité dans certains quartiers. Je n'ai pas de solution toute faite parce que d'abord, il y a un certain nombre d'acteurs. Il ne faut pas faire croire là que la municipalité a tous les moyens d'agir, mais il faut agir en concertation avec l'éducation nationale et la région, évidemment, pour tout ce qui concerne les aspects professionnels et de formation. Sur aussi, le 18e, il y a des cas spécifiques au 18e où on a remarqué quand même que, en termes de décrocheurs scolaires, dans le 18e, il y avait un nombre beaucoup plus élevé qu'à Paris. Nous, ce qu'on propose, c'est justement de pouvoir créer des comités de liaison entre des associations qui aujourd'hui remplissent aussi le rôle parfois que devrait remplir une municipalité ou que devrait remplir un collège. Il y a des associations dans le 18e avec lesquelles on travaille qui s'occupent de lutter contre le décrochage scolaire, qui, lorsque certains élèves un peu turbulents ou qui ont des troubles du comportement ou qui ont décroché parce qu'ils n'y arrivaient plus, sont exclus du collège, c'est eux qui les accueillent, c'est eux qui leur font faire les devoirs, c'est eux qui les prennent en charge. On va créer donc des comités de liaison entre les collèges et ces associations avec l'objectif d'approcher, d'avoir 0 décrocheur scolaire dans le 18e à terme,
parce qu'aujourd'hui, lorsque on est en quatrième, lorsqu'on est même en cinquième et qu'on est dans la rue parce qu'on a été viré du collège, c'est plus possible que la mairie se désengage de ça en disant on ne voit rien. Je vais juste aussi parler, parce que en quelques secondes, c'est quand même important, et surtout d'actualité, du lycée dans le 18e. On est dans une ville, 200 000 habitants, c'est l'équivalent d'une ville comme Reims. On a un seul lycée à filière générale, qui est le lycée Rabelais, qui est fermé aujourd'hui depuis quelques jours et qui menace de s'écrouler. Voilà, donc c'est quand même assez fou ce qui est en train de se passer. Nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir inciter, travailler avec la région à l'installation d'un nouveau lycée dans le 18e, qui soit à filière générale et qui puisse accueillir des étudiants, des élèves scolarisés dans ces quartiers du 18e qui ont envie de pouvoir suivre un cursus général. On est à côté d'arrondissements comme le 9e, qui est beaucoup plus petit que le 18e, qui a au moins 3 lycées généraux, je crois, quand on voit Jules Ferry, Jacques Decour, Condorcet. Et aujourd'hui, dans le 18e, 200 000 habitants, on a un seul lycée qui menace de fermer. Donc, bien sûr, les esprits réticents nous diront oh là, c'est pas notre compétence, ça c'est la région, on peut pas faire. Par contre, ce que je crois, c'est qu'on peut inciter, on peut négocier avec les autres pouvoirs publics et on peut créer les conditions créer les conditions avec la région pour inciter justement à l'installation d'un lycée, d'un nouveau lycée à filière générale dans le 18e. Ça, c'est un objectif qui est prioritaire pour nous et qu'on va défendre dans le 18e en partenariat avec la région. Sur la question du commerce à la Goutte d'Or et ailleurs, il y a différents sujets. Ça veut dire qu'on a dans des quartiers du 18e une succession de commerces, notamment les commerces de téléphonie. Je ne citerai pas les marques, mais tout le monde voit les devantures là, qu'on a devant, où on ne vend pas forcément de la téléphonie. C'est le monocommerce. Là-dessus, la question majeure qui se pose, c'est une question juridique aussi, c'est la question de la préemption. Moi, je suis favorable au droit de préemption. Ça doit être délibéré, ça doit être voté en Conseil de Paris. Mais en tout cas, me concernant, je suis complètement favorable à ce droit de préemption pour avoir la marge de manœuvre juridique et donc politique de pouvoir avoir des commerces qui ne se rassemblent pas tous les 5 mètres. Il y a des questions aussi qui sont même encore plus graves que ça, si je puis dire. Dans certains quartiers du 18e, on n'a tout simplement plus de commerce. Moi, je peux regarder dans le quartier des Poissonniers, là où il y a les 3 tours, ou les quartiers de la Porte d'Aubervilliers, qui avant était quand même un village. Aujourd'hui, les commerces ferment les uns après les autres. Aujourd'hui, l'interview qu'on fait aujourd'hui est quand même dans une librairie. Alors, on ne peut pas dire que c'est un commerce, mais en tout cas, c'est un lieu... oui, mais voilà, c'est un lieu de vie culturelle. Et je pense qu'aujourd'hui, de manière générale, une mairie d'arrondissement doit avoir une obligation de moyens pour pouvoir protéger ces commerces, pour pouvoir aussi les promouvoir, pouvoir faire en sorte qu'ils représentent, qu'ils rayonnent dans le 18e arrondissement, et ne pas se désengager en disant, vous savez, ça c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de pouvoir faire le commerce qu'on veut. Je crois qu'il y a des marges de manœuvre qui sont juridiques, qu'on doit aller chercher. Après, politiquement, il y a aussi, je le dis, une obligation de moyens de pouvoir faire en sorte qu'une rue ne connaisse pas des mêmes commerces. Je sais qu'il y a des villes, notamment, je crois que c'est la ville de Rennes ou de Nantes, qui a aussi une règle, c'est-à-dire que lorsqu'une activité cesse, le repreneur du bail ne peut pas être la même activité. Ça permet aussi d'avoir une diversité commerciale et de pouvoir avoir une rotation sur différentes activités. Je crois qu'il y a des marges de manœuvre à explorer. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire immédiatement. Mais en tout cas, il faut se donner les moyens de pouvoir envisager beaucoup de choses dans le 18e. On en a besoin. Notamment dans le 10e, on a un certain nombre de sujets autour de la transformation de baux commerciaux qui aujourd'hui sont occupés par toute une série d'artisans. Favoriser l'artisanat de proximité me paraît être une priorité. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'exercer même une profession artisanale. Parce que ça renvoie à la question également de la capacité de stationnement et autres. Donc créer dans le 10e et en proximité avec les arrondissements qui sont concernés, parce que ce n'est pas chacun chez soi, une maison des artisans, des métiers d'art et de proximité.
Vous avez eu 300 évacuations dans le nord-est parisien depuis 2015, et dont, je crois, une trentaine très médiatiques, et où à chaque fois, l'ensemble des acteurs ont expliqué que c'était la der des der. Bien, et ça s'est reproduit. Ça s'est reproduit parce que il y a une responsabilité régalienne autour de cette question, où vous avez un dispositif de premier accueil qui n'est pas suffisamment pensé et réparti sur l'ensemble du territoire. Ensuite, deuxième élément, on ne traite pas ce sujet à l'échelon simplement de la ville. Ce n'est pas le bon échelon territorial. C'est une question, à minima, de la grande métropole, et je dirais même de la région. Il est nécessaire de travailler en liaison avec l'ensemble des acteurs concernés au niveau de l'Île-de-France et sur l'ensemble du territoire. Ensuite, on ne va pas se raconter d'histoire. Tous les pays démocratiques européens ont un sujet avec la question de l'éloignement des personnes en situation irrégulière. Ce n'est pas propre à la France, et il n'y a pas de modèle aujourd'hui qui fasse absolument autorité sur cette question. Dès lors, il faut traiter ces sujets avec une ligne permanente, qui est celle du respect des droits fondamentaux des personnes. Il est indigne que des gens puissent passer des mois sur le trottoir pour pouvoir accéder à un lieu où le respect des droits fondamentaux est garanti, manger, se laver, dormir en sécurité. Pour autant, ça ne vaut pas autorisation de séjour sur le territoire. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est à la fois un sujet de territoire, c'est un sujet de souveraineté, et notamment de souveraineté européenne. Ce que je sais, c'est que cette question, et moi particulièrement, pour avoir travaillé avec 15 ministres de l'Intérieur différents depuis 24 ans sur cette question, je sais combien ces problématiques relèvent de la posture, le plus souvent, et combien on ne peut pas traiter de ces sujets de manière idéologique. Voilà. Donc, le bon échelon territorial, que chacun assume ses responsabilités, et que l'on garantisse, dans un pays comme la France, évidemment, le respect des droits fondamentaux. Dire que on est à 15 jours du premier tour désormais, qu'on est, je crois, Pierre et moi, des personnes qui représentons la vie civile, qui représentons des listes. Nous sommes en tête de listes qui sont des listes civiles, des listes d'habitants, des listes un petit peu, je pense, comme vous, qui sont engagés dans une rue, dans un quartier, qui ont envie simplement de mieux vivre dans ce quartier, qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui n'ont pas eu de mandat, mais qui ont envie de pouvoir faire des choses pour changer le 18e, pour le rendre moins fracturé. Aujourd'hui, dans le 18e, on est quand même, je vous le disais, la présence parfois de rues qui, au début de la rue, n'est pas la même quartier qu'à la fin de la rue. Et tout l'enjeu, je crois aussi, de cette campagne, de ce mandat-là, c'est de pouvoir rendre un 18e qui soit donc moins fracturé, qui soit plus uni. Et c'est ce à quoi on va s'employer de faire, je crois. Juste, nous sommes libres de tout appareil politique. Nous avons un programme. J'invite évidemment chacun à se documenter sur ce programme, sur le site de Cédric Villani. Il est financé. Nous sommes les seuls à avoir donné les éléments de chiffrage. Et puis, je voudrais vous dire que, évidemment, le suffrage universel rendra son verdict les 15 et 22 mars. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est passionnant dans cette campagne,
c'est de rencontrer des acteurs engagés, amoureux de leur quartier et qui, bien souvent, ont les solutions à fournir auprès des élus. Et on peut se demander quand même comment on en est arrivé là, dans une ville qui est aussi fracturée et aussi peu à l'écoute de cette expertise citoyenne. Exactement. Et si je peux juste terminer, parce que là, non, mais je veux pas avoir le dernier mot. C'est pas que je veux avoir le dernier mot, c'est vraiment pas. C'est parce que on est quand même. Je te le laisse. Avec. Mais de toute façon, c'est pas toi qui vas décider. Non, c'est le montage. C'est le montage. Donc, non, pour vous dire, c'est qu'on s'est rendu compte depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, lorsqu'on a commencé cette aventure, c'est qu'il y avait des habitants qui faisaient parfois plus de politique que certains élus actuels dans leur quartier, dans leur association, et qui étaient parfois plus d'utilité publique que certains, mais juste personne en particulier. Mais en réalité, c'est pouvoir dire aussi à ces habitants, engagez-vous. Engagez-vous. Un mandat local, c'est long par nature, c'est 6 ans. On est face parfois à des élus qui sont là depuis 12 ou 18 ans. On a besoin d'avoir un rafraîchissement, on a besoin d'avoir régénérer la démocratie. Régénérer la démocratie locale. Et ça, je crois que ça, c'est sain démocratiquement et qu'on doit le faire.